Je pense que dans l'escalade, il y a quelque chose de fantastique qui se met en place, c'est que dès qu'on quitte le sol, on est là intensément. Ancienne championne du monde d'escalade, Stéphanie Baudet a affronté pendant des années les parois les plus vertigineuses de la planète. Cette alpiniste et professeure de yoga n'a cependant pas cherché à accumuler les exploits. Pour elle, les ascensions relèvent plutôt d'une quête d'équilibre avec la nature. Dès son plus jeune âge, Stéphanie Baudet s'est intéressée à différents courants spirituels. Mais elle ne s'est jamais reconnue dans une confession en particulier, car, dit-elle, l'expérience humaine de la fragilité et de la beauté transcende toutes les religions. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et je suis partie à la rencontre de Stéphanie Baudet. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leurs grands questionnements spirituels. Vous écoutez la 3e saison de Place des religions. Bonjour Stéphanie Baudet. Bonjour. Vous êtes redescendue de vos montagnes pour nous ouvrir cet après-midi la porte de votre jolie maison, au pied du massif du Luberon. C'est vrai qu'on décèle difficilement, derrière votre silhouette de gymnaste et vos traits doux, votre côté grande baroudeuse des cimes. Alors que recherchait une femme comme vous, littéraire et très sensible, en partant à l'assaut des parois les plus difficiles du monde ? Alors, je pense que déjà, j'ai eu la chance de démarrer l'escalade très jeune, de découvrir ce milieu. Et ce qui m'a fascinée dès mon plus jeune âge, c'est la beauté, je crois. Peut-être que c'est juste ça, la recherche de la beauté, de ce sentiment d'union qu'on peut ressentir avec la nature, avec les éléments. D'où vous vient ce goût et cette fascination pour la montagne ? Alors, mes parents m'ont élevée dans un environnement, dans les Hautes-Alpes, et j'ai eu la chance de grandir là-bas, de marcher beaucoup avec eux sur les sentiers, et puis ils m'ont un petit peu poussée sans doute à pas faire de la compétition ni de la montagne dure, mais en tout cas à prendre le goût de l'effort, parce que j'étais asthmatique, très fragile, allergique à tous les pollens possibles, et donc je souffrais beaucoup de ces capacités respiratoires un petit peu en difficulté. Et grâce à cette fréquentation des sommets, des sentiers, marcher avec un sac à dos, remplir ce sac à dos de pierres que je ramassais en chemin parce que déjà j'adorais le contact avec les cailloux, je me suis simplement fortifiée. Donc l'apprentissage de l'escalade, ça a été un moyen pour vous de vous émanciper de vos fragilités, de vos problèmes de souffle ? C'est ça. Je pense que j'ai pris conscience très jeune, même si parfois c'était difficile, qu'en fait j'avais des ressources bien supérieures à ce que j'imaginais. Et ça vous donne confiance en fait quand vous avez 14-15 ans et que vous vous sentez comme ça très épris de ce mode de vie un peu marginal qui me faisait rêver chez les grimpeurs de l'époque, comme Patrick Edlinger, comme Catherine Destivelle, qui étaient un peu nos héros, notre héroïne à cette époque, dans les années 80. Ça m'a vraiment donné envie en tout cas de cultiver une voie singulière, même si j'imaginais pas du tout vivre un jour de la grimpe, c'est pas ça, mais plutôt comment créer une voie qui nous soit propre et dans laquelle on se sente bien et puis à sa place. Donc ça répondait déjà aussi à une certaine volonté précoce de dépassement de soi ? Oui, je pense que j'ai quand même eu toujours ce besoin, même si je suis assez anxieuse et parfois angoissée, mais en tout cas la curiosité prend toujours le pas sur la peur. J'ai remarqué ça très souvent, encore maintenant. Parfois, j'ai gravi des grandes parois, mais je peux me faire du souci pour des choses dérisoires. Et chaque fois que je m'engage dans des projets qui paraissent incertains, en fait, je crois que j'ai quand même ce goût de l'inconnu, de l'incertitude, même si mon besoin de sécurité, comme nous tous, est aussi assez fort. Mais en même temps, chaque fois, c'est la curiosité, l'envie d'aller voir, ce regard par-dessus le col. Je ne sais plus quel auteur disait ça, et je trouve que c'est très beau. Vous avez justement participé aussi à un certain nombre de compétitions jusqu'à remporter la Coupe du Monde de bloc en 99, puis de partir multiplier des ascensions spectaculaires sur tous les continents avec votre mari Arnaud Petit. Cette peur dont vous nous parliez à l'instant, comment est-ce que vous avez appris à la dompter et à gérer les prises de risques ? Je pense que j'ai appris en tout cas à l'accepter, à l'accueillir, à sentir qu'elle faisait partie inhérente de mon activité.
Et effectivement, quand on part grimper loin dans des environnements qui sont parfois hostiles, austères et pas forcément adaptés, où on n'est que de passage sur une paroi verticale, à part parfois les choucas, les hirondelles et quelques petites fleurs qui sortent des fissures, il y a pas grand-chose. Et en même temps, ça nous apprend en tout cas on parle beaucoup de connaissance de soi aujourd'hui, mais je trouve qu'au-delà de la connaissance de soi en tant que voilà sa personnalité, son tempérament, il y a une connaissance de soi qui a trait plutôt à notre conscience de notre humanité, de notre condition de mortel, de vulnérabilité. Et ça, très vite, dans la peur, il y a effectivement la prise de conscience de nos fragilités. Mais je trouve que c'est une belle prise de conscience, en fait, de sentir à la fois comme une petite fourmi sur une grande paroi et prendre conscience de sa petitesse. Voilà, qu'on est un atome au cœur du monde, en fait. Et cette condition, justement, d'être mortel, vous l'avez vraiment éprouvée puisque vous avez frôlé la mort à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Alors, en fait, je ne l'ai pas frôlé à plusieurs reprises. J'ai eu le sentiment vraiment une fois, là, d'être un peu sur le fil, en faisant une chute, d'ailleurs assez idiote. Mais ça arrive avec un gros sac à dos qui était un peu trop lourd pour moi, dans un endroit un peu abrupt. J'ai eu la chance de pas me blesser gravement. J'étais à 4 heures d'un petit village berbère, perdu dans le Haut-Atlas. Et en fait, comme je pouvais pas marcher, avec mes 2 compagnons, on s'est abrités dans une grotte pour la nuit. Et je me souviens d'avoir ressenti un peu d'inquiétude parce que j'avais des gros hématomes et on n'est pas à l'abri d'une hémorragie interne, ce genre de choses. Et en même temps, très vite, l'inquiétude s'est effacée. Je me souviens quand j'étais allongée dans ma grotte avec un petit feu de genévrier qui crépitait, je ressentais cette odeur un peu d'encens presque. Et je voyais des ombres se projeter sur les parois de la grotte. Et je ressentis une forme d'abandon, en fait, de mes peurs, de mes ambitions, de mes prétentions. Et ça a été une expérience vraiment très intense, je crois. Et alors évidemment, après, on revient à la vie, on retrouve ses motivations, ses besoins parfois de se prouver à soi-même des choses, tout ça. Mais au fond, il y a une trace, il y a une empreinte qui a été laissée. Et puis en vieillissant, je me rends compte que cette empreinte, elle est restée. Et puis je la retrouve parfois à certains moments où je me dis, mais voilà, c'est une manière de se reconnecter un peu à l'essentiel de la vie, en fait. Qu'est-ce qui compte? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Et des moments comme ça, par exemple, à l'occasion d'un deuil ou d'une maladie, ce sont des accélérateurs de conscience de notre fragilité et de sens de la vie qu'on peut essayer de construire, en fait. Vous vous étiez préparé mentalement au scénario d'un accident? Alors, en fait, pas du tout. D'ailleurs, j'en ai discuté après coup avec mon compagnon et lui avait admis très tôt, lors de notre première expédition au Pakistan, c'était un petit peu risqué. Bon, c'était pas très dangereux parce qu'on était quand même un peu au-dessus, on avait les capacités par rapport à notre objectif, on avait de la marge, comme on dit. Mais même si on a de la marge, on n'est jamais à l'abri d'une chute de pierre, d'un sérac, etc. Donc Arnaud, lui, avait pris conscience très tôt qu'on pouvait avoir un accident ensemble. Alors que moi, pas du tout. Donc il m'avait dit: «Mais tu es un peu inconsciente». Oui, est-ce qu'il y avait une part d'inconscience vraiment dans ce... Alors je pense, oui, je pense qu'il y avait une part d'inconscience, une part je trouvais tellement beau d'être là-haut, tellement fantastique de vivre ces instants, hors du temps où on a l'impression que le temps se dilate, que l'espace est infini, que j'avais une espèce de petite exaltation, sans doute inconsciente et qui ensuite, au fil des expériences, après quelques chutes, où on frôle un accident un peu grave, on prend progressivement conscience et on est un peu moins téméraire. Mais c'est venu avec l'âge. Effectivement, quand j'ai eu cet accident au Maroc que je vous décrivais précédemment, j'avais 34 ans, je crois. J'ai ralenti. J'ai mis 3 ans à modifier vraiment ma pratique, mais j'ai senti que j'avais pris un virage quand même. Est-ce que devant les difficultés, vous avez parfois été tenté d'abandonner? Oui, bien sûr. Ah oui, j'ai pas de problème pour faire demi-tour. C'est pas un échec, c'est juste, un renoncement, positif, en fait. Et par contre, parfois, quand on sent qu'on a peur, ça m'est arrivé dans une espèce de grosse fissure large aux États-Unis où on se coince à la fois le dos et les jambes en face, les pieds, on grimpe en opposition, le dos contre une paroi et puis les jambes en face, les pieds sur l'autre. Et on essaie de s'élever comme ça et on peut pas se protéger, c'est-à-dire mettre de coinceurs ou de choses mécaniques qui nous permettent de nous assurer en cas de chute. Et je me souviens d'avoir été tétanisée ce jour-là et de ne pas parvenir ni à monter ni à descendre. Et en fait, la chose qui m'a permis de retrouver un peu de lucidité, ça a été de me dire que ma peur, finalement, c'est ce qui risquait de m'être fatal. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur? On peut essayer simplement de commencer à respirer tranquillement par le ventre,
retrouver un petit peu d'une conscience un peu plus panoramique. Et en fait, c'est grâce à des tout petits actes qu'on pose, comme changer d'orientation sa main, modifier son pied, ouais, essayer de bouger un tout petit peu, qu'on arrive parfois à sortir de situations qui peuvent être dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qui me sert encore dans ma vie. Quand je sens que j'ai un agenda un peu trop resserré, que j'ai des choses qui s'accumulent, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour être un tout petit peu plus sereine? Et je me rends compte que parfois, c'est plus difficile à mettre en application dans sa vie quotidienne que dans une paroi de 1000 mètres. On sent qu'il y a une profonde quête spirituelle derrière vos expériences d'escalade. Comment est-ce que celle-ci a évolué? Oui, j'aime bien ce mot de spirituel aujourd'hui parce qu'on l'utilise dans un sens beaucoup plus large, que il n'a pas trait à une croyance particulière. Et moi, c'est vrai que je me suis intéressée très jeune à différentes spiritualités. J'aime bien lire des textes mystiques parce qu'en fait, ils font part de cette expérience humaine qui est commune. Très souvent, que ça transcende les religions, finalement, l'expérience comme ça, de sa fragilité, de la beauté, elle nous réunit tous, en fait, quelles que soient nos confessions, quelles que soient nos croyances. Et moi, je considère, alors je suis pas croyante, mais je me sens profondément reliée à quelque chose qui me dépasse quand je suis dans la nature, en fait. Votre famille était d'une confession particulière ou absolument pas? Alors, j'avais une grande-tante qui était catholique, très pratiquante. Voilà, donc mes parents m'ont baptisée et je crois que j'ai fait ma première communion pour faire plaisir à cette grande-tante qui avait vraiment une foi très profonde et qui était en plus invalide, handicapée. Et je pense que ça lui a permis de traverser une vie très solitaire. Par contre, mes parents sont pas non plus ni croyants ni pratiquants, je pense, mais ma maman a été très tôt, suite au décès de ma petite sœur, en fait, quand j'avais 20 ans, ma mère s'est tournée, elle avait été longtemps attirée par le bouddhisme et les traditions plutôt asiatiques, les philosophies orientales, et elle s'y intéressait très tôt. Et je pense qu'elle a pris ce virage-là, mais ça aurait pu être Jésus, ça aurait pu être autre chose. Enfin, chacun après trouve une voie d'accès. C'est très intime, en fait, c'est du ressort. Enfin, pour moi, ça, il y a quelque chose de, c'est dur même d'en parler parce que c'est très intérieur, quoi. Ce sentiment de se sentir relié. Et moi, je me sens très touchée. S'il y a peut-être une philosophie dans laquelle je me sens vraiment en profonde adéquation, c'est avec le taoïsme. Oui. J'aime beaucoup les haïkus, les vies très marginales de ces lettrés chinois ou japonais d'une époque ancienne qui partaient comme ça en ermitage, se retiraient dans les montagnes, à côté d'une source, cultiver une petite parcelle de jardin. Et je pense que ouais, si je me retrouve, c'est dans cette idée d'un souffle qui traverse toute chose, dans cette idée de, je sans forcément mettre des mots comme le Tao ou autre, mais l'idée que voilà, il y a une sorte de grande énergie, de grand souffle qui traverse et puis qui nous anime tous. Et voilà, je me sens très proche aussi des écrits de François Tchang. Je trouve très beau la façon dont il parle finalement de la mort, du fruit mûr qui se détache de l'arbre, qui rejoint le sol et qui va se transformer à nouveau. Et cette idée de participer à un cycle, moi, me parle beaucoup. J'observe beaucoup la nature et je ressens très fortement ces cycles saisonniers. Et je me dis que nos vies sont des cycles, en fait, et on participe à un cycle plus grand que nous, plus vaste. Et voilà, donc je trouve que c'est plein d'espoir. Votre parcours singulier, vous le racontez dans un très bel ouvrage, une biographie parue en 2016 aux éditions Guérin qui s'appelle « À la verticale de soi ». Et puis il y a ce passage où vous citez notamment Mère Teresa en disant « Elle avait le Tout-Puissant à ses côtés, mais nous, n'avons-nous pas aussi notre foi, une foi inébranlable en les voies impénétrables du divin rocher ?» Vous avez toujours eu ce rapport aussi intime à la pierre? Oui, encore récemment, là, j'ai eu la chance avec Antoine Le Ménestrel de gravir une façade du Palais des Papes dans le cadre du Printemps des Poètes. C'était la semaine passée. Et je me souviens vraiment de cette pierre qui a été façonnée par l'homme. Mais pour moi, ça reste c'est le limon des sols. Enfin, c'est la pierre originelle, en fait. Et dans toute pierre que je touche, dans les murs d'un petit village provençal, comme dans celle d'une église, je pense que je reviens toujours à cette ossature de la terre, en fait. Cette idée que la pierre, il y a quelque chose de magnétique. Et pour moi, c'est pas quelque chose de mort, en fait, d'inerte, mais ça porte la vie. Il y a des lichens. Alors, j'aime beaucoup la nature, mais pour moi, elle est très habitée, la pierre. Elle capte la chaleur, elle emmagasine la chaleur du soleil. Elle restitue le froid glacial de la glace emprisonnée dans les fissures. Et voilà, la pierre, je sais pas, il y a quelque chose de... Quand je pose mes mains, mes paumes de main sur une pierre, quelle qu'elle soit, je ressens comme une intimité, comme une amitié. Je crois que c'est Marguerite Yourcenar qui disait ça. Comment ne pas croire à l'amitié des pierres quand on pose son dos contre un rocher? C'est dur à expliquer parce que c'est un peu
un peu étrange, mais voilà. Je le ressens en tout cas, cet apaisement immédiat que me procure en tout cas le moment où je quitte le sol, où je touche le rocher et que je suis comme ça à l'affût de la prochaine prise. Tout de suite, quelque chose en moi s'apaise. Dans un autre passage de votre livre, vous décrivez en quelque sorte cette expérience métaphysique que vous avez pu ressentir par moments. Est-ce que vous accepteriez de nous lire ce court passage ? Durant 3 jours, l'escalade avait été sublime. Dans l'action, au cœur de notre fragile mécanique humaine, s'était mise en branle une mécanique céleste. Absorbée par l'éther et la beauté, une douce euphorie s'était installée à mesure que l'oxygène se raréfiait. Nous étions là, perchés dans cet univers austère, inconscients et légers. Nous avions à ce moment-là l'invulnérabilité des clochards célestes, et la vie nous semblait une éternelle épiphanie. Est-ce que vous pourriez nous redire où vous étiez à ce moment-là, au moment où vous avez vécu cette expérience ? Donc j'étais à 6200 mètres d'altitude au milieu des géants himalayens sur une magnifique tour de granit que j'avais rêvé de gravir depuis très longtemps. C'était à la fois un rêve qui se réalisait et aussi c'était un peu irréel. Les grandes montagnes se teintaient de toutes les couleurs pastel imaginables, le glacier serpentait au loin. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée durant ce voyage, en fait, c'est la prise de conscience des vies difficiles que vivaient les personnes, que ce soit au Pakistan ou au Maroc, où j'ai pas mal d'amis berbères qui sont des héros du quotidien pour moi et qui vivent sur ces sommets que nous, on fréquente juste pour le plaisir. Et ça m'a touchée de voir ces personnes qui vivent dans un débouillement très grand, notamment les porteurs du Bal Toro. Je me souviens avoir vu des gens qui partaient comme ça avec leur bâton, une poule sous le bras, un oignon dans la poche. Et je me disais, c'est extraordinaire en fait. Et ça m'a aussi donné envie, moi, de vivre de manière plus simple et plus frugale, et puis de me détacher par moments d'une recherche d'une vie matérielle plus confortable. Je me suis dit, tiens, il est possible de vivre de manière aléatoire, et ça m'a beaucoup aidée, en tout cas dans la vie, à aller vers mon risque, comme dirait René Char. Après avoir éprouvé le monde de la compétition, de la performance, vous avez choisi d'épancher votre soif de voyage en allant découvrir des grands espaces loin des sentiers battus. Vous dites souvent que le yoga et la méditation sont des disciplines assez proches de l'escalade. Qu'est-ce qui vous permet de faire ce rapprochement ? En fait, je pense que la découverte du yoga m'a permis en tout cas de réenvisager l'escalade telle que je la pratiquais quand j'étais enfant. Ça m'a permis de revenir à un geste plus naturel, plus détaché de la performance, où on essaie vraiment de faire corps avec l'instant, avec ce qu'on est, à l'heure présente, sans se demander si on était plus en forme la veille ou si on sera mieux demain, mais vraiment de se dire, voilà, c'est pas du tout une histoire de spectaculaire, de performance, mais c'est une expérience intérieure. Et je pense que dans l'escalade, il y a quelque chose de fantastique qui se met en place, qui est parfois plus difficile à acquérir dans la méditation ou le yoga, c'est que dès qu'on quitte le sol, on est là intensément. On fait vraiment corps avec l'instant, on adhère vraiment à ce qu'on est au moment. On n'est pas ailleurs. Et d'ailleurs, quand on est ailleurs, on chute ou on glisse ou on fait une bêtise. Parfois, c'est pas grave. Quand on grimpe dans des sites écoles en escalade sportive, c'est pas du tout un problème de tomber. Mais c'est vraiment un fort révélateur de l'état intérieur, en tout cas. Aujourd'hui, vous vous êtes détaché de l'escalade professionnelle, vous vous consacrez à l'enseignement du yoga, à l'escalade aussi plus par plaisir et à l'écriture. Que diriez-vous si vous deviez résumer votre philosophie de vie en ce moment ? Ce qui me tient à cœur depuis toujours, je crois, c'est trouver un alignement, trouver cette justesse, même au sens musical du terme, entre nos convictions, nos valeurs, nos actions, essayer de comment est-ce qu'on peut se sentir centré et uni au fond de soi, et même si parfois cet équilibre n'est pas toujours constant et qu'il y a des moments où on s'éloigne de cette espèce de fil à plomb comme ça qui nous tient du sommet de la tête, de ces ancrages du ciel à la terre. Mais je crois que c'est ça qui m'anime, c'est retrouver cette justesse, cet équilibre, même si je sais qu'il est à reconquérir à chaque instant. Vous venez d'écouter un épisode de la 3e saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes
sur le site et l'appli La Croix.